In case I miss it, just do that. Bonsoir. Pour cette dernière soirée, c'était un contre-cœur que je venais parler de Fukushima par manque de courage en décrivant une situation que je considérais comme extrêmement triste, extrêmement grave pour un pays qui vient de subir un deuxième Tchernobyl, mais qui est en train de s'étendre et de s'aggraver. Après Tchernobyl, j'avais contesté l'absence de l'OMS à Tchernobyl, ou tout au moins sa présence toujours négative, c'est-à-dire prenant toujours ou répétant toujours les conclusions de l'Agence internationale de l'énergie atomique. J'avais demandé une consultation. M. Navarro, qui était à la direction de l'OMS en 2e ou 3e position, m'a reçu et, à mon grand étonnement, il m'a posé la question: mais que devait faire l'OMS? Je pense que c'est une bonne question. C'était plutôt à moi de la poser et à lui d'y répondre. Et je lui ai répondu: à l'OMS, quand on a un problème difficile, il y a une règle qu'on suit. On crée un scientific working group, toujours. On réunit les 20 meilleurs spécialistes de l'époque sur un sujet donné. On leur donne une semaine de travail et on leur demande d'apporter une réponse. C'est pas non. J'ai répondu, et le sujet que je choisirai en priorité, c'est la génétique et le rayonnement ionisant. Aujourd'hui, j'ajouterai les problèmes génétiques et périgénétiques et les rayonnements ionisants. Mais la réponse reste la même. La réponse de l'OMS est restée la même, ils ne font rien. Les réflexions faites, ces dommages génétiques qu'on voit à Tchernobyl et qu'on verra chaque fois qu'il y aura un accident grave, ces accidents génétiques ne sont pas exclusivement réalisés par les rayonnements ionisants, alpha, bêta, gamma ou des neutrons. Mais ils peuvent être également provoqués par des substances toxiques. Et le problème qui s'offre pour les victimes, ce sont les mêmes dommages génétiques, c'est-à-dire des dommages qui se transmettent à d'autres générations. Donc, ma demande à l'OMS, c'est: quand est-ce que vous ferez un scientific working group qui renouvelle les connaissances pour l'OMS et pour le monde, qui les renouvelle parce que le dernier scientific group correspondant remonte à 1956, avant l'AIA. C'est vieux. On avait fait appel au prix Nobel américain Muller, on avait fait appel à Sievert, on avait fait appel au professeur Lejeune de Paris. Enfin, c'était la crème de toute la science génétique. Mais aujourd'hui, cette crème existe, les 20 pays correspondants existent, et je pense qu'à nous, le devoir est de demander à l'OMS de faire ce travail. Et ça, sans l'autorisation de l'AIA, parce que ce n'est pas un travail qui dépend du rayonnement ionisant, mais qui dépend de conditions externes qui peuvent engendrer ce genre de catastrophe. Ce qui s'est ajouté quand même aux connaissances de 1956, c'est tous les problèmes d'atteinte périgénétique. C'est-à-dire, on avait l'impression que le rayon
ionisants, le rayonnement, devait atteindre le noyau, le chromosome, voire l'ADN, et créer des dommages, des déchirures que l'organisme répare ou ne répare pas. Il s'est avéré que ce n'est pas une nécessité. Le rayonnement peut toucher le cytoplasme cellulaire, toucher l'ADN peut-être des mitochondries, mais toucher aussi des protéines qui sont des enzymes, et installer un désordre qui, lui, n'est pas encore un désordre génétique. La cellule peut se diviser avec un génome impeccable, 2, 3 ou 100 fois. Et puis, à un moment donné, le désordre qui se trouve dans le cytoplasme, au moment de la division, quand les chromosomes se divisent et doivent se répartir également dans 2 noyaux, eh bien, à ce moment-là, le désordre est créé, des ruptures, des chromosomes qui s'attachent ou qui partent dans le mauvais axe. C'est le moment où se créent tous ces désordres génétiques qu'on peut voir apparaître. Ce qui est important, c'est que ces désordres se transmettent de génération en génération, et pas de façon neutre, mais en s'accentuant. C'est-à-dire, le géniteur donne un désordre à son descendant qui sera plus altéré que son propre génome, et cette altération peut être énormément plus importante, jusqu'à 100 fois plus importante. Et les généticiens, comme Hillis ou Baker aux États-Unis, ça a été publié dans Nature, disent qu'on ne pouvait même pas imaginer que de telles mutations puissent se produire. C'est en dehors de tout ce que l'expérimentation nous permettait de voir, même chez des animaux inférieurs. L'autre image, c'est le travail de Goncharova qui, en 86, est allé à Tchernobyl, ou le plus près possible de Tchernobyl, c'est-à-dire aux 30 km, à la limite des 30 km, et qui a récolté ou collecté des campagnols rosâtres, qui sont des campagnols de nos forêts que nous connaissons tous bien ici. Et là, on a récolté à 4 endroits différents qui étaient à 30 ou 100 ou 300 km de Tchernobyl, donc des endroits qui étaient hautement contaminés, ou à la hauteur de Minsk, des endroits qui avaient une contamination 150 fois plus faible que dans le premier site. Alors on aurait pu attendre qu'à la hauteur de Minsk, il ne se passe rien, et que des désastres se passent à 30 km avec 1500 kilobecquerels par mètre carré de forêt. C'était vraiment très important. Mais là-bas, c'était 8000 becquerels par mètre carré. Ça, ce sont des dimensions qui, chez nous, ne seraient même pas tellement prises au sérieux. Donc, et pourtant, de génération en génération, on voit l'augmentation des anomalies dans l'ordre des divisions cellulaires chez ces animaux. Donc cette cascade va s'accentuer. Évidemment, ça a commencé très fort près de Tchernobyl, ça a commencé doucement à 300 km, et ça s'est poursuivi partout sur 22 générations qui ont été suivies. Chose étrange, il n'y a pas eu d'adaptation. Il n'y a pas eu une défense qui se soit établie. Peut-être une sélection dans les zones hautement contaminées avec
disons, une réduction de l'augmentation. L'augmentation est toujours là, mais l'augmentation n'était plus aussi importante. Par contre, ce qui augmentait, c'était la mortalité intra-utérine chez l'animal. Donc en 22 générations, les choses ne s'arrangeaient pas. Et au contraire, les zones peu contaminées commençaient à rejoindre, au point de vue gravité de l'atteinte génomique, les zones les plus contaminées. On aimerait bien connaître un mécanisme pour casser cette détérioration du génome, et je pense que c'est même la seule chose dont je vais parler. Bien entendu, il faut irradier le moins possible les gens. Il faut évacuer les enfants. Il faut, si on est forcé de les retenir, ce qu'on a fait à Fukushima, il faut que l'État leur fournisse une alimentation absolument propre, tant qu'ils ne sont pas évacués, tant qu'on ne sait pas jusqu'où ils doivent aller. Ce n'est pas un tour de force. Ensuite, si la population a été contaminée, il faut faire ce que nous a dit Babenko, et peut-être que j'insisterai plus sur le fait qu'il y a des aliments riches en pectine, très nombreux et peut-être plus au Japon que chez nous, puisque les Japonais sont consommateurs plus que nous d'algues riches en pectine. Mais une des meilleures pectines qui a été découverte par l'Union soviétique pendant la guerre froide, eh bien c'était des pectines d'algues. Une qui a été développée et qui est sur le marché au Japon, c'est le Zoospora de la mer Noire. Et la deuxième en qualité s'appelle Laminaria japonica, des mers du sud du Japon. Je veux dire par là que les Japonais devraient peut-être demander à leurs experts d'extraire la pectine ou de voir s'il s'agit d'un aliment. Elles avaient été testées, elles avaient une certaine activité, les algues, pas celle-ci précisément, mais elles avaient une activité au Bélarus quand on les a testées contre la pectine de pomme. Elles étaient moins actives que la pectine de pomme, mais elles étaient bonnes. Quand on donne la betterave rouge, on donne aussi un produit qui est le plus riche en caroténoïdes avec les carottes et d'autres fruits. Et peut-être que dans l'alimentation, il faut tenir compte de cet apport si vous n'avez pas les moyens financiers de fournir la vitamine E, la vitamine A qui sont indispensables. Mais les caroténoïdes vont être utilisés dans la défense contre les peroxydes dont quelqu'un a parlé tout à l'heure. L'organisme a des enzymes, les peroxydes dismutases qui éteignent cet incendie, mais qui sont dépassés par la production de peroxyde lors d'irradiation. Et je pense que qu'il est important de faire appel à ces produits, à ces aliments riches en caroténoïdes. Je voudrais juste en passant, les caroténoïdes sont utilisés et gaspillés chez les sujets irradiés. Alors je vous donne comme exemple de sujets irradiés, c'est par exemple les oiseaux. Les oiseaux consomment leurs caroténoïdes et qu'est-ce qu'elles y perdent? Eh bien, ils y perdent les colorants de leur plumage. Et si vous allez à Tchernobyl, vous avez des hirondelles et des rouges-queues et des moineaux qui sont gris. Il n'y a plus de brun, il n'y a plus de teinte vive. Ils ont consommé leurs caroténoïdes. C'est pour ça que je pense qu'il est important de faire un apport de caroténoïdes dans les populations,
et à partir d'une alimentation, en sachant que ce sont les deux légumes les meilleurs marchés sur le marché européen, carottes et betteraves rouges, cuites ou crues. Parce qu'on dit toujours, vous faites des frais, mais là c'est au contraire, vous réduisez vos dépenses alimentaires parce que ce sont les légumes les meilleurs marchés. Et je suis sûr qu'il y a des algues qui vous rendent service. Maintenant, on ne va pas s'en tenir là. Il y a quand même des travaux qui ont été faits et qui montrent que cette cascade, cette aggravation permanente, peut être cassée. On avait à Tchernobyl des étangs, des cultures, des élevages de carpes, avec des carpes qui pondaient des œufs dans ces élevages, et ces œufs donnaient lieu à des monstres, des amas cellulaires complètement monstrueux, dans la majorité des cas, dans 75% des cas. Et quand un alevin pouvait se former et qu'il devenait un carpillon, il devenait tellement mal formé, ni la couleur, ni les écailles, ni les nageoires, ni la queue ressemblaient à une carpe. C'était devenu des monstres comme parfois on les montre. Pour les humains, les carpes étaient monstrueux. Eh bien, on arrive avec des substances abominablement simples au point de vue chimique, au prix extrêmement faible au kilo, à la toxicité très très faible, en tout cas chez la souris, au cycle dans l'organisme relativement court, en 72 heures, vous n'avez plus de substance, donc ce n'est pas quelque chose qui va s'accumuler et s'entasser. Et ces substances sont utilisées intensément dans les élevages de carpes et de poissons, dans lesquels des polluants ou des radionucléides font des dégâts des dégâts génétiques. Et on arrive à avoir une normalisation des ponts de poissons. Je pense que là, il y a une mine d'or pour les chercheurs japonais. Je connais assez bien la recherche japonaise. J'ai travaillé dans la recherche en chimiothérapie. Je sais où le monde est en tête. C'est avec les carbapenem, tout ça c'est parti du Japon. Donc j'ai une énorme confiance dans les capacités de recherche du Japon et je pense qu'il est urgent qu'ils développent des substances apparentées ou différentes de la diludine, DILUDINE, qui a été produite dans les pays baltes et qui est utilisée dans les élevages de poissons en Turquie, en Chine et au Bélarus. Donc, c'est quelque chose qu'on peut très généreusement utiliser. Je te demanderai de conclure, Michel. Pardon ? Je te demanderai de conclure. Il te reste une minute. Oui, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit parce que de mon pessimisme, j'ai fait un optimisme parce que j'ai affaire à un peuple inventif, extrêmement talentueux dans la recherche, dans lequel j'ai pleine confiance, mais il faut aussi savoir qu'il faut se mettre au travail très vite pour casser cette espèce de cascade qu'on a trouvée chez les humains après Tchernobyl dans 3 générations. Donc, c'est une réalité pour nos populations et c'est une urgence pour la vôtre pour que cette cascade trouve une fin. Je vous remercie. Merci à tous les intervenants. Je vous demande de encore bien rester parce qu'il y a des choses importantes qui doivent être dites. Je vais donner la parole à la salle pour un temps de discussion un petit peu plus court que ce qui est prévu. Et puis,
les organisateurs proposeront une conclusion et des prises de travail, y compris pour le forum de demain. Avant ça, j'ai une promesse à tenir, c'est de donner la parole à M. Matsoui, qui je vous rappelle, vient de loin.